Salut! Depuis ma dernière vidéo sur les cartes du loup-garou, j'ai fait beaucoup de parties avec les enfants, et j'ai aussi imaginé beaucoup de nouveaux rôles, et je me suis dit qu'il était temps de faire une vidéo pack d'extensions pour vous les présenter. Mais avant cela, nous allons reparler de quelques anciennes cartes qui ont dû être rework. Le loup-garou noir, la dernière fois je vous avais dit qu'il pouvait transformer une des personnes qu'il voulait en loup-garou pour le reste de la partie, mais qu'elle gardait aussi ses pouvoirs. Par exemple, s'il transforme la sorcière en loup-garou, elle rejoint leur camp, mais garde ses pouvoirs de sorcière, ce que j'ai trouvé un peu trop fort. Donc désormais, la personne transformée perd son lesson card et devient un loup-garou. Et petit concept supplémentaire, si le loup-garou transforme le chevalier à l'épée rouillée en loup-garou, eh bien ça ne marche pas et c'est le loup-garou noir qui meurt. J'ai également complètement modifié le rôle du chaman car je trouvais qu'il n'était pas bien jouable en partie réelle, puisque je rappelle que je joue uniquement en partie réelle, et du coup j'ai décidé de le modifier. Le chaman, il peut avoir des sortes de visions la nuit pour savoir à quoi ressemble un loup-garou. Ça veut dire que chaque nuit, je vais désigner au chaman, sur un petit bout de papier, un trait physique d'un des loups-garous. Par exemple, il a des chaussures blanches, il porte une casquette, il a des lunettes, etc. Ça doit être un peu fort, mais pour des enfants ça suffit largement. Le voleur aussi se trouve modifié. La dernière fois, j'avais dit qu'il pouvait échanger de cartes avec un villageois durant la partie, et chaque nuit, le nouveau voleur rééchange sa carte avec un nouveau villageois, mais du coup, voilà le problème, c'est le bordel très vite et c'est difficile à suivre. Du coup, je l'ai modifié. Le voleur peut désormais dérober un pouvoir une seule fois dans toute la partie, et ça ne marche du coup que si la personne est un villageois. Par exemple, si le voleur désigne la sorcière, c'est désormais lui qui est sorcière, et l'ancienne sorcière perd tous ses pouvoirs. S'il désigne un loup-garou, ça ne marche pas. Un simple villageois, ça ne marche pas. Ou tout autre rôle solitaire non plus. Donc c'est au voleur de réfléchir à qui pourrait être quel rôle pour voler le bon pouvoir au bon moment. Le marchand de sable, il pouvait auparavant endormir quelqu'un pour la nuit, l'empêchant d'utiliser son pouvoir. Mais je trouve que c'est un rôle qui n'aide pas beaucoup le village et qui aide plutôt les loups-garous. C'est un peu dommage parce que le marchand de sable, il fait partie du village. Du coup, je l'ai modifié pour que la personne qu'il désigne ne s'endorme pas la nuit, mais le jour, au moment où on est sur le point de voter, la personne désignée va s'endormir et du coup ne pourra pas voter, tout simplement. Donc si le marchand de sable pense avoir trouvé un loup-garou, il peut l'empêcher de voter au jour et faire basculer la balance du village en leur faveur, donc ça peut être très intéressant. Mais attention bien sûr aux erreurs du marchand de sable. Et enfin, dernier rework, la dévouée servante. Auparavant, elle pouvait, au moment de la mort de quelqu'un, choisir de ne pas révéler la carte de cette personne pour la prendre à sa place avant qu'il meure. Mais la grosse contrainte, c'est que si on a choisi d'éliminer une personne pensant qu'elle est loup, on va éliminer au prochain tour la personne, le rôle que la servante a décidé de prendre. Donc c'est pas très intéressant. Donc je l'ai modifié. La servante choisit dès la nuit 1 la personne qu'elle voudra servir, et à la mort de cette personne, la carte ne sera pas révélée et sera donnée discrètement la nuit suivante à la servante, mais personne ne saura qui elle est. Donc ça donne un peu plus de hasard, car effectivement, la servante ne sait pas le rôle de la personne la première nuit. Et nous allons maintenant parler des nouvelles cartes que j'ai créées, à commencer sans plus attendre par le shérif. Qu'est-ce qu'il fait le shérif? C'est très simple, il ne marche que s'il y a des simples villageois dans la partie. Si un simple villageois est tué, alors la nuit suivante, le shérif aura le droit de se venger en tuant quelqu'un la nuit. Donc il ne peut tuer quelqu'un que si un simple villageois a été tué auparavant. Donc ça donne une nouvelle mécanique intéressante pour les simples villageois. S'ils se sentent inutiles, autant qu'ils se tuent, ça fera une balle de plus pour le shérif. Le bouc émissaire, lui, c'est une carte un peu piège, on est un peu déçu quand on l'a. Lorsque le vote du village tombe sur une égalité, ou que personne ne veut voter, dans ce cas-là, le bouc émissaire est tué, tout simplement. Si personne n'est capable de se décider, c'est lui qui va sur l'échafaud. Le savant fou. Lui, la première nuit, il va choisir quelqu'un qui deviendra son cobaye. À quoi ça correspond? Si jamais la nuit, quelqu'un veut tuer le savant fou, alors il ne meurt pas, mais c'est son cobaye qui meurt à sa place. En revanche, si le savant fou est tué de jour, le cobaye ne peut pas prendre sa place. En clair, le cobaye lui sert de bouclier pendant la nuit, et ça peut être très fort en fonction de la partie qui est choisie. Si par exemple les loups-garous veulent tuer le savant fou, mais que le savant fou a déclaré cobaye un loup-garou, et bien du coup le loup-garou va mourir en essayant de le tuer. Donc voilà, faut réfléchir, ça peut être un peu mind game, surtout que le cobaye ne sait pas qu'il est cobaye. Vient ensuite le rôle de la noiseuse.
Elle, c'est quelqu'un qui va embrouiller tout le monde. Chaque nuit, elle va désigner 2 personnes qui vont du coup se reconnaître. Et ces 2 personnes vont alors se détester. Et elles auront l'obligation, durant tout le reste de la nuit et le vote du jour, de voter systématiquement l'une contre l'autre, peu importe leur rôle. Si c'est 2 loups-garous, ils devront alors se désigner tout le temps. Si c'est les amoureux, également. Donc voilà, ça peut créer des bonnes grosses embrouilles, même avec des gens du même camp, et donc ça peut être très drôle de la jouer, et ainsi révéler son côté peste à tous ses amis. Nous avons ensuite le rôle de la princesse. La princesse, c'est un personnage assez fort, mais comme je vous l'ai dit, avec des enfants, les personnages forts, ça peut passer. La princesse, en fait, si elle est votée par le village, et du coup on retourne sa carte, on voit qu'elle était la princesse, elle peut choisir de rester en vie pour envoyer à la potence l'un de ses 2 voisins. Du coup, l'un de ses 2 voisins peut mourir à sa place, et elle reste en vie. Du coup, tout le monde sait qu'elle est innocente. Donc elle a quand même de fortes chances de se faire tuer à la nuit suivante par les loups-garous, mais ça reste un pouvoir assez fort de pouvoir survivre au vote du village. Nous avons ensuite Dracula, le chef des vampires. Dracula, c'est pas bien compliqué, c'est en gros le loup-garou noir, mais dans le camp des vampires. Il peut choisir, une fois dans la partie, de transformer la victime des vampires en vampire, au lieu de la tuer. Et pour suivre le Dracula, nous avons Van Helsing, le chasseur de vampires. Lui, pareil, c'est l'équivalent du chevalier à l'épée rouillée pour les vampires. Si jamais il est désigné par les vampires comme victime, alors un vampire au hasard est tué. Et si jamais Dracula veut le transformer en vampire, alors Dracula meurt. Nous avons ensuite le rôle trouvé sur internet du vendu. Le vendu, qu'est-ce que c'est ? C'est un rôle que l'on connaît déjà dès le début du jeu. On sait qui est le vendu. Sauf qu'on ne sait pas, c'est le camp auquel il appartient. Il a 50% de chance d'être avec les loups-garous ou avec les villageois. C'est décidé au départ par le maître du jeu. Tout le monde sait à quel camp... tout le monde sait qui il est, mais seul lui connaît son camp. Le MJ va lui dire au départ s'il est villageois ou loup-garou. Et du coup, tout le monde va se méfier de lui. Car on sait quel rôle il a, mais on ne sait pas dans quel camp il est. Donc on peut choisir de le laisser en vie, tout en sachant qu'il a une chance sur 2 de ne pas être avec nous. Mais si on choisit de l'éliminer, il y a une grosse contrainte pour le camp qui l'a fait. Si les villageois le tuent, mais qu'il était bel et bien villageois, alors 2 villageois mourront. Si les loups-garous le tuent alors qu'il était loup-garou, un loup-garou en plus mourra. C'est un pari à prendre. Est-ce qu'on le laisse en vie? Il a des chances d'être avec nous, tout comme de ne pas être avec nous. Ça peut créer une pression supplémentaire. Vient ensuite le rôle du pharaon. Le pharaon, c'est un rôle solitaire. Le pharaon, il a un pouvoir très puissant, c'est qu'il ne peut pas mourir. Il est invulnérable. Peu importe qui l'attaque, que ce soit de nuit comme de jour, il ne peut pas mourir. Si jamais il est voté par le village, le MJ ne retournera pas sa carte, il dira juste que cette personne n'est pas morte et qu'elle a survécu. Cependant, bien sûr, ce pouvoir a une limite. Le pouvoir n'est actif que tant que ses 2 voisins sont en vie. En gros, il transforme ses voisins en ennemis, qui ne le savent pas. Et tant que ses voisins sont en vie, il ne peut pas mourir. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tuer d'abord ses voisins, pour que du coup, le pharaon soit de nouveau vulnérable. Donc il peut facilement se faire débusquer, sachant qu'on du coup, on voit qu'il ne meurt pas. Mais tuer ses voisins, c'est prendre des risques, parce que du coup, ses voisins peuvent avoir des rôles complètement différents. Si on est loup-garou et qu'on veut tuer le pharaon, et bien si ses 2 voisins sont loup-garou, il va falloir du coup sacrifier vos potes pour le tuer. Nous avons ensuite le rôle du diable. Le diable, il est dans le camp des loups-garous. À chaque début de nuit, il sera appelé en premier, et le narrateur lui montrera une liste. Ces listes, ce sont des espèces d'événements, de malédictions qu'il pourra mettre en place pour le tour en cours. Il y a au total 7 choix d'événements à faire du coup dans la partie. En premier lieu, le mode clair de lune, c'est-à-dire que pendant toute cette nuit, toutes les actions de tous les personnages, je les dirai à voix haute. Je dirais par exemple, les loups-garous ont choisi de tuer Kevin, la sorcière a décidé de ressusciter Stéphanie, Cupidon a désigné Brian et Emma comme amoureux. Voilà, pendant cette nuit-là, tout le monde sera au courant de tout ce qui se passe. Le deuxième événement, c'est l'éclipse, c'est-à-dire qu'au matin, toutes les personnes qui ont été tuées, on ne révélera pas leur rôle. Ça deviendra du mode obscur pour ce tour-là. Nous avons ensuite les 2 événements de la chasse et de la cueillette. Si c'est la chasse, tous les hommes partent à la chasse durant le conseil du village et les femmes ne voteront qu'entre elles. Et inversement pour la cueillette, toutes les femmes qui partent à la cueillette et les hommes voteront entre eux
pour ce vote. Nous avons ensuite l'événement de la discorde. La discorde, ça veut dire que pendant ce tour-là, les amoureux ne sont plus amoureux et peuvent du coup voter entre eux sans que l'autre meure. C'est-à-dire que si l'un des amoureux meurt, et bien pour ce tour-là, l'autre ne mourra pas en retour. Et pendant ce tour-là, le maire est obligatoirement destitué, il faut choisir un nouveau maire. Nous avons ensuite le 6e événement du pile ou face, c'est-à-dire que la personne condamnée ce jour-là verra son sort attribué au pile ou face. On tire une pièce, si c'est pile, il meurt quand même, si c'est face, il ne meurt pas, ou inversement. Voilà, donc il a une chance sur 2 de mourir. Et le dernier événement, le plus drôle selon moi, le pacte avec le diable. Si le diable choisit cet événement, la personne qui est condamnée à mourir ce tour-là, juste avant de retourner sa carte, on lui demandera s'il veut passer le pacte avec le diable. S'il choisit de le passer, alors dans ce cas-là, il reste dans la partie. Mais une fois que la partie sera finie, le diable aura le droit de lui donner le gage qu'il veut. Donc ça peut être très rigolo, surtout si vous jouez avec vos amis proches et que vous avez un peu envie de les humilier, il sera obligé de faire ce gage. Vient ensuite le rôle de la femme araignée. La femme araignée, la première nuit, va pouvoir déposer son fil sur une personne. La nuit suivante, elle aura 2 choix. Soit elle étend son fil sur l'un de ses voisins, soit elle tue une des personnes qui se retrouve prisonnière dans sa toile. Ça veut dire que la nuit, concrètement, elle peut soit utiliser son pouvoir de mort une seule fois dans la partie, soit étendre sa toile pour augmenter ses choix de victimes pour la nuit suivante. Donc malgré son aspect, elle fait quand même partie des villageois. Et du coup, c'est un pouvoir en plusieurs temps. Il faut prendre les bonnes décisions, augmenter son fil pour avoir plus de choix, mais pas trop tarder, car si vous faites tuer avant de pouvoir l'utiliser, eh bien, ça n'aura servi à rien. Vient ensuite le rôle de la fée. La fée, du coup, fait partie du village, et chaque nuit désignera une personne à qui elle enverra sa petite fée. Et en gros, la personne qui recevra cette petite fée au matin verra son vote qui compte double, tout comme le maire. Donc chaque jour, une nouvelle personne aura un vote qui compte double, et ça pourra énormément influencer le choix de la victime. Cependant, la fée ne peut pas se désigner elle-même. Vient ensuite le rôle du croque-mitaine. Le croque-mitaine fait partie du clan des loups-garous. Et lui, il possède un pouvoir, l'ancien pouvoir que j'attribuais au marchand de sable, qui lui permet chaque nuit de paralyser une personne, qui du coup ne se réveillera pas et ne pourra pas utiliser son pouvoir. S'il paralyse la sorcière, elle ne pourra pas utiliser ses potions cette nuit, la voyante ne pourra pas voir la carte de quelqu'un, donc ça peut être un bon rôle pour handicaper le village et du coup aider les loups-garous. Mais attention à ne pas désigner un loup-garou, car du coup lui non plus ne se réveillera pas. Si par exemple c'est le dernier loup-garou en vie, et bien ça fera une victime de moins pour les loups. Donc le croque-mitaine, un bon allié, mais comme d'habitude, il ne faut pas se tromper. Nous avons ensuite le rôle du joker. Le joker, donc ce n'est pas le clown prince du crime, mais c'est une carte dans le camp des villageois. Lorsqu'il meurt, il révèle sa carte à tout le monde, et peut donner un joker à une personne de son choix. Ce joker, c'est une vie supplémentaire. Ça veut dire que la personne à qui il l'a donné pourra ressusciter une fois. Si cette personne est tuée par les loups, eh ben, il perd son joker, mais ne meurt pas. Pareil s'il est désigné par le village, en gros, il a une vie supplémentaire. Ça peut être très fort, mais le joker ne doit pas se tromper. S'il le donne à un loup-garou, ça désavantagera clairement son camp. Nous avons ensuite le camp des barbares. Les barbares, donc c'est un tout nouveau camp. La première nuit, ils se réveillent entre eux et se reconnaissent. Ils savent qui ils sont entre barbares, mais ne sont plus rappelés ensuite la nuit. Donc les barbares devront gagner ensemble en essayant de voter les mêmes personnes. Et si jamais un barbare est tué, il peut emporter dans la mort l'un de ses 2 voisins, celui qu'il choisit. Leur but, évidemment, c'est de gagner ensemble, ou au moins qu'un des barbares finisse seul la partie pour faire gagner son équipe. Nous avons ensuite l'homme-loup. Je vous avais déjà parlé du Lycan, un villageois qui ressemble tellement à un loup-garou que les dons de voyance croient que c'en est un. Et ben lui, c'est l'inverse. C'est un loup-garou, mais qui ressemble tellement à un villageois que les dons de voyance se trompent et pensent qu'il est villageois. Donc son pouvoir de camouflage peut s'avérer très utile s'il veut faire accuser quelqu'un d'autre. Nous avons ensuite le rôle du pestiféré. Le pestiféré, c'est un homme tout malade, tout maigre, plein de maladies. Si jamais il se fait dévorer par les loups, eh bien ils seront tellement malades qu'ils ne pourront pas dévorer quelqu'un la nuit suivante. Nous avons ensuite le rôle solitaire de l'abominable sectaire.
Au début de la partie où il y a l'abominable sectaire dans la compo, on choisit 2 ethnies différentes. Ça peut être homme ou femme, ou des personnes avec des caractères physiques, par exemple les blonds contre les bruns, les gens à lunettes contre ceux qui n'en ont pas. C'est le maître du jeu qui décide. Admettons que ce soit homme contre femme, l'abominable sectaire va faire forcément partie d'un de ses camps, et son but ce sera de tuer tous ceux qui ne font pas partie de son ethnie. En fait, c'est un gros raciste, et il ne gagne que s'il n'y a que des gens de son ethnie encore en vie. Nous avons ensuite le rôle du maudit. Le maudit, il fait partie du camp du village. Cependant, s'il se fait tuer par un loup-garou, eh bien il devient un loup-garou. Mais, s'il se fait tuer par un vampire, alors il devient un vampire. Et en gros, c'est une espèce de course contre la montre. Dans une partie avec des loups-garous et des vampires, il faut être le premier à trouver le maudit pour le faire passer dans son camp. Et donc ça peut totalement changer l'équilibre de la partie avec un vampire ou un loup-garou supplémentaire. Et c'est aussi compliqué pour le maudit, qui ne sait absolument pas dans quel camp il va finir la partie. Est-ce qu'il doit aider les villageois au début, sachant qu'il va possiblement changer de camp? C'est à lui de voir. Nous avons ensuite le fantôme. Le fantôme, il a un pouvoir qui s'active uniquement à sa mort. Lorsqu'il meurt, chaque nuit, il pourra écrire sur une feuille une lettre qu'il veut. Cette lettre, ce sera un indice pour ses coéquipiers. Si par exemple il voit qu'il a été tué par les loups-garous et que parmi les loups-garous il y a Kevin, dans ce cas-là il peut écrire la lettre K pour faire penser à Kevin. Donc ça peut être assez fort, mais il faut avoir des bonnes interprétations. Si par exemple il y a plusieurs personnes dont leur prénom commence par la même lettre, ça peut prêter à confusion. On peut aussi mettre des lettres en référence à des private jokes avec ses amis. Chacun peut l'interpréter comme il veut, il faut juste pas se tromper. J'ai ensuite créé le personnage du dieu démon. C'est un personnage assez fort, mais avec des enfants, il peut y avoir n'importe quoi comme je vous l'ai dit. Le dieu démon, c'est comme une sorcière en plus cheatée. Il a un pouvoir qui lui permet de ressusciter quelqu'un, et un pouvoir qui lui permet de tuer quelqu'un. Cependant, il va pouvoir l'utiliser plusieurs fois. La première nuit, il pourra ressusciter n'importe qui a été tué pendant la nuit. La deuxième nuit, son côté démoniaque ressurgit, et là, il devra tuer quelqu'un. La troisième nuit, il peut de nouveau ressusciter quelqu'un. Quatrième nuit, renouveau tuer quelqu'un, et ça alterne toutes les 2 nuits. On peut se dire que c'est très fort, mais il a l'obligation d'utiliser son pouvoir. Ça veut dire que toutes les nuits paires, il est obligé de tuer quelqu'un, même s'il n'a aucune idée de qui ça peut être. Tout comme il sera obligé de ressusciter quelqu'un, même si c'est un loup-garou qui s'est fait tuer par la sorcière, ou n'importe quel autre rôle de mort la nuit. Donc, c'est très fort, mais ça peut vite déséquilibrer s'il fait un mauvais choix. Vient ensuite le rôle du loup-vampire. Alors, ça se joue forcément dans une partie avec des loups et des vampires. Et bien, le loup-vampire, c'est une espèce d'opportuniste qui fait partie des 2 camps à la fois. Il se réveille avec les loups et avec les vampires. Et en gros, il choisit dans quel camp il veut être pour gagner. Peu importe si les loups ou les vampires gagnent, dans tous les cas, ils gagnent. Donc c'est un opportuniste, mais bon, il faut savoir que du coup, si vous êtes un vampire ou un loup, dans votre camp, il y a forcément un mec qui peut vous trahir à tout moment pour faire gagner l'autre camp. Nous avons ensuite l'elfe protecteur. Au tout début de la partie, le maître du jeu va lui énumérer les rôles importants du village, comme voyante, sorcière, chasseur, ce qu'il y a dans la compo, et lui va en choisir un. Si par exemple il choisit sorcière, dans ce cas-là, le maître du jeu lui montre qui est la sorcière dès le début. Il le sait, il est persuadé, il sait que cette personne est importante pour le village, et du coup son but, ça va être de la protéger du mieux possible lors du vote du village, pour ne pas que les villageois la tuent alors que c'est un personnage important. Donc c'est à lui de choisir quel personnage il veut connaître le rôle pour mieux le protéger. Donc vos talents d'orateur vont être mis à contribution pour ce rôle. Nous avons ensuite le rôle du fossoyeur. Le fossoyeur est assez fort. Quand il meurt, il va écrire 2 pierres tombales. L'une portera forcément le nom d'un loup-garou, l'autre celui d'un villageois. Donc ça veut dire que parmi les 2 noms, on sait qu'il y en a un des 2 qui fera partie des loups-garous. Donc je trouve que c'est assez fort, donc peut-être qu'on peut le nerfer en mettant plus de noms, comme par exemple 3. Mais ça peut être rigolo dans des parties où il y a énormément de monde, pour être quasiment sûr de tuer un loup-garou. Nous avons ensuite le rôle du paysan. Alors le paysan c'est très simple, c'est le villageois. C'est juste que j'ai décidé de le renommer comme ça parce que j'aime pas trop l'appellation villageois.
Et en gros, lui, c'est un villageois où dès le départ, tout le monde sait qui il est. Il retourne sa carte dès qu'il l'a, et on est sûr que c'est un villageois. Donc comme ça, on peut lui faire confiance. C'est une personne idéale du coup pour devenir le maire, puisqu'on sait que c'est une personne de confiance. Mais du coup, il peut être facilement une cible pour les loups-garous qui ne veulent pas du coup que quelqu'un à qui on a confiance reste dans la partie. Mais après, ça peut être une bonne victime pour le loup-garou noir ou Dracula. Du coup, il le transformerait en monstre, mais personne ne le saurait. Donc c'est à vous de voir. Comme d'habitude, chaque partie est différente. Vient ensuite le rôle de la séductrice. La séductrice, chaque nuit, elle désigne une personne. Cette personne, du coup, va être séduite par son charme incroyable. Et du coup, pour le reste de la partie, il ne pourra pas voter contre elle. Tout simplement. Il aura l'interdiction de voter contre la séductrice. Et du coup, chaque nuit, elle augmente son fan club. Et ça crée de plus en plus de personnes qui ne peuvent pas voter contre la séductrice. Alors, elle reste une simple villageoise, mais avoir beaucoup de personnes qui ne peuvent pas voter contre toi, ça peut être extrêmement fort, surtout en fin de partie. Donc, les loups-garous, je vous conseille de vite la tuer si vous ne voulez pas que ça cause des problèmes de cœur dans votre société. On a ensuite le rôle de la survivante. La survivante, si jamais elle est la dernière villageoise en vie, avec que des monstres autour, que des ennemis, eh ben le village gagne quand même. Pour ça, il faut vraiment qu'elle soit la dernière en vie, il n'y ait que des méchants encore en vie avec elle. Mais si elle est la dernière, eh ben elle survit et fait gagner son village. Donc ça peut vous donner vraiment le seum à tous les autres monstres qui étaient encore là et pensaient avoir gagné. Donc, un conseil, messieurs les loups-garous, n'oubliez pas la survivante si elle est dans la partie. Vient ensuite le rôle du bourreau. Le bourreau, il se joue en mode flou, c'est-à-dire que les victimes de la journée qui ont été désignées par le village, on ne connaît pas leur rôle. Et bien le bourreau, lui, ce sera le seul du village à qui on montrera la victime du jour précédent, et du coup ce sera le seul qui saura qui en a tué. Un loup-garou, un villageois, voilà. Il n'y a que lui qui aura ces informations, et il devra du coup les conserver dans sa tête, pour voir s'il n'y aura pas quelqu'un qui va mentir en dévoilant son rôle. Par exemple, quelqu'un qui dit « Ouais, moi je suis la sorcière », seul le bourreau sait que la sorcière a été tuée, et du coup il sait que cette personne ment. Vient ensuite le rôle de la cartomancienne. Elle, une seule fois dans la partie, elle peut désigner quelqu'un qui devra retourner sa carte et la montrer à tout le monde. Donc si c'est un monstre, il ne donne pas cher de sa peau, et il va se faire lyncher par le village. Si c'est par exemple un personnage important comme la voyante ou la sorcière, c'est dommage pour le village parce que du coup les loups-garous vont forcément la prendre en victime. On a ensuite le rôle du sorcier. Concrètement, le sorcier, c'est la voyante, mais dans le camp des loups-garous. La nuit, il pourra regarder la carte d'une personne et donc savoir son rôle pour essayer du coup de la tuer au jour pour aider le plus possible son camp. Avec son pouvoir, du coup, il pourra reconnaître des loups et savoir du coup qui sont avec lui parce que forcément lui ne sait pas qui sont les loups-garous. Et enfin, pour terminer, le Wendigo. Alors de base, il vient du loup-garou américain et il s'appelle le Chupacabra. Mais moi je préfère le Wendigo, donc je l'ai appelé comme ça. Le Wendigo, c'est une créature dégueulasse. Et en gros, chaque nuit, il va pouvoir désigner quelqu'un. Si cette personne est un loup-garou, alors il le mange. Si c'est un villageois, il ne mange pas. Donc on pourrait se dire il est avec les villageois. Sauf que non, c'est un camp solitaire. Au moment où tous les loups-garous ont été tués, dans ce cas-là, il se mettra à manger de la chair humaine, comme les Wendigo, et du coup pourra dévorer n'importe qui. En gros, dès que les loups-garous sont éliminés, c'est lui qui devient la nouvelle menace du village. Et c'est lui que le village devra tuer. Voilà, c'était mon petit pack d'extension, et je dis petit, mais au final maintenant je commence à avoir quasiment 90 rôles, donc ça me fait beaucoup, je peux changer les compositions à chaque partie, et c'est ça qui est intéressant. Je referai sûrement des vidéos comme ça si jamais d'autres rôles, si jamais je crée d'autres rôles, donc n'hésitez pas à m'en proposer si jamais vous en avez, ça peut être intéressant. Quant à moi, je retourne à mes parties, et je vous dis à bientôt.